En 2016, longtemps avant ChatGPT, l'intelligence artificielle va réaliser un exploit qui prend le monde entier par surprise. Une société anglaise, alors inconnue du grand public, crée un programme qui bat à plat de couture tous les meilleurs joueurs de Go. Pourtant, à l'époque, les experts les plus optimistes pensaient que cela prendrait encore au moins 10 ans, et d'autres qu'on n'y arriverait tout simplement jamais. La technologie derrière cet exploit, c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning. Le reinforcement learning, c'est une des 3 techniques du machine learning, le domaine où on apprend des trucs plus ou moins utiles à des algorithmes. D'ailleurs, depuis environ 15 ans, si quelqu'un dit IA, il parle généralement de machine learning. La première technique, c'est l'apprentissage supervisé. Imaginons, vous avez envie de créer une IA qui sait reconnaître des chiens. Vous allez donner à votre algo des photos de chiens en lui disant que c'est des chiens, et d'autres photos qui ne sont pas des chiens en lui disant que c'est pas des chiens. Et petit à petit, avec suffisamment de photos, votre algo va être capable de reconnaître des chiens sur à peu près n'importe quelle photo. Ensuite vient l'apprentissage non supervisé. Là, c'est différent. On va donner à notre algo des photos de chiens et des photos de chats, mais on va pas lui dire ce que c'est. Par contre, on va lui demander de les répartir en 2 groupes. Avec un peu de chance, l'algo va faire un groupe de chiens et un groupe de chats. Mais c'est pas garanti. Il peut aussi finir par faire un groupe avec des photos de face et des photos de dos, en fonction de ce qu'il va juger le plus pertinent pour bien différencier les photos. Et si vous avez l'idée de lui demander 3 groupes, allez savoir ce qu'il va faire. Peut-être les chiens, les chats et les chiens qui se déguisent en chats. Enfin, on a l'apprentissage par renforcement. Cette fois, on veut que notre IA apprenne un comportement. Et contrairement aux 2 autres méthodes, on va le faire sans données. On va pas lui montrer de bons comportements ou lui apprendre à en reproduire un. Mais on va la laisser essayer de trouver le meilleur comportement elle-même, en lui donnant des récompenses. Un peu comme on dresse un chien ou comme on apprend à un rat à conduire une mini-voiture. Et oui, il y a des gens qui apprennent à des rats à conduire des mini-voitures. Concrètement, en fonction de notre problème, il va y avoir un ensemble d'actions possibles, et l'algo va les essayer pour tenter de comprendre petit à petit ce qui est bien ou pas bien. Par exemple, pour apprendre à pas mettre sa main dans le feu, vous allez dire à votre enfant « mets pas ta main dans le feu ». Avec l'algo de reinforcement learning, on est un peu plus sadique, alors on le laisse essayer. Il met sa main virtuelle dans le feu, et sa récompense, ça va être « ça brûle très très fort ». Alors vous allez me dire que c'est un peu bizarre comme récompense. Donc, pour être plus précis, c'est plutôt une sorte de signal qu'on lui envoie. On parle de récompense car on l'envoie sous forme de nombre. Ici, par exemple, on peut lui envoyer -100. On peut appliquer le reinforcement learning à plein de problèmes. Apprendre à un drone à voler, vous suggérer la bonne série Netflix, ou même décider du traitement adapté pour un patient. Pour cette vidéo, par exemple, YouTube utilise aussi le reinforcement learning. Il vous suggère la vidéo, et si vous la regardez, que vous mettez un like, il va se dire qu'elle est bien et la proposer à plus de personnes. Tu crois qu'ils ont compris le message? Ouais, pas besoin que je leur dise de liker la vidéo alors. Quel que soit le problème, l'essentiel, c'est que notre algo puisse interagir et comprendre les conséquences de ses actions. Donc la récompense, mais aussi l'impact de son action sur son environnement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'état. Pour un robot, ça peut être sa position, pour un jeu d'échecs, ça va être la configuration de l'échiquier, etc. Là, on a les 3 ingrédients principaux du RL. L'état, la récompense et l'action. La mission de l'IA, c'est de trouver la stratégie qui lui permet d'obtenir le plus de récompenses, sur le long terme. Et ça, c'est important, et ça pose plusieurs problèmes. Vous connaissez peut-être le test du chamallow. On donne un chamallow à un enfant, on lui dit « Je reviens dans 10 minutes, si tu l'as pas mangé, tu en auras un deuxième ». Eh ben, si vous connaissez pas cette vidéo, je vous conseille de la regarder. Vous allez voir, il n'y a pas que les IA qui ont du mal avec les récompenses long terme. Si on reprend notre exemple de la main dans le feu. Imaginez que si on met 3 fois la main dans le feu, bingo, on gagne 100 millions d'euros. Notre IA, elle connaît pas cette règle. Elle doit la découvrir. Donc, il faut pas qu'elle s'arrête parce que la première fois qu'elle a mis la main dans le feu, elle s'est juste cramé la main. Note, non, on ne gagne pas 100 millions d'euros lorsqu'on met 3 fois sa main dans le feu. Je précise, on sait jamais. Il y a donc un enjeu fort dans les algos de RL, qui est d'être capable de bien explorer l'arbre des possibles et d'accumuler suffisamment d'expérience pour être confiant dans ce qu'on apprend sur notre environnement. Et ainsi,
éviter de tirer des conclusions hâtives. Ça, c'est ce qu'on appelle le compromis exploration-exploitation. L'exploitation, c'est choisir des actions qui ont déjà montré qu'elles étaient prometteuses. L'exploration, par contre, c'est plutôt choisir des actions qui semblent moins bonnes, voire un peu pourries, mais qu'on n'a pas encore bien testées. On n'est pas trop sûr de ce qui se cache derrière. Ça, c'est important pour deux types de problèmes. Les problèmes où l'environnement change, par exemple, votre GPS qui doit continuer à explorer les itinéraires alternatifs au cas où la circulation change, mais aussi les problèmes où l'arbre des possibles est tellement grand qu'on peut en explorer qu'une toute petite partie. Il faut donc bien la choisir, et ça, on va y revenir ensuite. On voit que l'idée, c'est de créer un algorithme qui explore, mais aussi qui s'adapte, qui se renforce en fonction de ce qu'il découvre. Pour ça, il doit se souvenir de ce qu'il a vu, car il va s'en servir pour se guider. En fait, ce que l'algo essaie de faire, c'est de calculer ce qu'on appelle la fonction de valeur. Quand on choisit une action, on va recevoir une récompense. Mais on s'ouvre aussi la possibilité de recevoir toutes les récompenses futures de nos prochaines actions. Exemple, si je mets jamais ma main dans le feu, je gagnerai jamais les 100 millions. Donc la valeur de ne pas mettre sa main dans le feu, c'est 0. Par contre, la valeur de mettre sa main dans le feu, là tout de suite, c'est le fait de s'être cramé la main. Plus une partie des 100 millions qui deviennent un des futurs possibles de notre action initiale. Notre fonction de valeur, c'est un genre de Nostradamus qui sait exactement ce que rapporte chaque action sur le long terme. Donc, si on la connaît, on résout notre problème, on sait exactement quel comportement adopter pour maximiser les récompenses sur le long terme. Mais bon, on la connaît pas. Donc, l'algorithme va essayer de la calculer. Comment ? Eh bien en explorant. De toute façon, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. On va prendre l'exemple du morpion. Le jeu, pas l'animal. Dans un jeu comme le morpion, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de récompense intermédiaire. La seule récompense, c'est à la fin de la partie. Soit on gagne, soit on perd, soit on fait match nul. Pour les coups intermédiaires, il n'y a pas d'information qui dit s'ils sont bons ou mauvais. On ne marque pas des points en cours de partie. C'est exactement le même problème que notre main dans le feu et les 100 millions. C'est la récompense différée. Ce qu'il nous faudrait, c'est la fonction de valeur. Eh bien, bonne nouvelle, on peut la calculer grâce à un truc qui s'appelle l'équation de Bellman. Notre IA, au début, elle part de rien. Elle a aucune connaissance. Elle considère que la valeur de chaque action, c'est 0. Mais en jouant, elle va commencer à gagner ou perdre des parties et elle va enregistrer cette information. Ça va lui permettre de connaître la vraie valeur du dernier coup de la partie qu'elle vient de jouer. Et grâce à l'équation de Bellman, elle va pouvoir propager cette connaissance au coup qui précède et nous permettre d'estimer précisément la qualité de chacun des coups. Vous voyez maintenant pourquoi ça s'appelle du renforcement. Plus on joue, plus on a une estimation précise de notre fonction de valeur. Notre IA se renforce. Et la magie, c'est qu'on sait que cette méthode converge vers la vraie fonction de valeur. Or, si on connaît la vraie fonction de valeur, on connaît la stratégie optimale. On devient imbattable. Au morpion. De rien. Alors le morpion, c'est évidemment un jeu super simple. Il y a environ 250 000 parties différentes. L'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 5. Ce qui fait qu'on peut calculer exactement la vraie fonction de valeur. Par contre, pour le jeu de Go, c'est une autre histoire. Le jeu de Go, c'est de l'ordre de 10 puissance 768 parties différentes. Je sais même pas comment expliquer ce nombre tellement il est démesuré. À titre de comparaison, on estime que dans l'univers, il y a environ 10 puissance 80 atomes. Donc autant vous dire que la fonction de valeur, on n'est pas près de la connaître. Et pourtant, grâce au RL, on a réussi à créer une IA surhumaine au jeu de Go. Enfin, j'ai dit on, moi j'y suis pour rien. Hein. Cette IA, c'est AlphaGo. C'est elle qui a battu Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go au monde, 4 parties à 1 en 2007. Le cœur de AlphaGo, c'est le Monte Carlo Tree Search, ou MCTS. C'est un nom assez compliqué pour un truc finalement assez simple. Quand vous jouez au Go ou aux échecs, avant de jouer votre coup, vous simulez dans votre tête les 3, 4, 10 prochains coups. Vous visualisez votre plateau, après ces coups, et vous vous dites si c'est bien ou pas. C'est comme ça que vous allez trouver votre meilleur coup. Eh bien, le MCTS, c'est la même idée. On va simuler la suite de la partie. Sauf que le MCTS, il a un gros avantage sur nous, pauvres humains, c'est qu'il est vachement meilleur en calcul. Il peut donc simuler beaucoup plus de parties. Par contre, son point faible, c'est que contrairement à l'humain, il n'a pas d'intuition. Donc, il va explorer n'importe quoi, un peu au hasard.
Et autant au morpion, c'est pas grave parce qu'il peut tout explorer, autant au Go, il y a tellement de possibilités que c'est un gros handicap. Surtout que souvent, 80% des coups possibles sont complètement inutiles. Le MCTS, si on veut l'aider, il faut qu'on réponde à 2 questions. 1. Comment bien choisir les coups à explorer en priorité? 2. Comment évaluer la qualité d'une position, l'état d'une partie à un moment donné? Pour le moment, son seul moyen de savoir s'il a joué un bon coup, c'est de simuler plein de suites de parties jusqu'au bout pour savoir si en moyenne il perd ou il gagne. Et comme il y a beaucoup trop de possibilités, ça ne marche pas. L'idée des chercheurs de DeepMind, l'équipe qui développe AlphaGo, c'est d'utiliser le deep learning et leur fameux réseau de neurones pour reproduire l'intuition de l'humain. En gros, l'intuition de l'humain, on peut se dire que c'est une sorte de capacité à déduire des stratégies à partir de quelques parties. On peut appeler ça une capacité à généraliser. Eh bien, les réseaux de neurones, ils sont très forts pour généraliser. Pour AlphaGo, les chercheurs ont commencé par prendre des millions de parties de joueurs très très forts, et ils s'en sont servis pour apprendre à un réseau de neurones à prédire le prochain coup de ces joueurs. Ça va permettre à l'IA d'imiter les meilleurs joueurs de Go. C'est un début, mais bon, il ne suffit pas de les imiter, il faut les dépasser. Ils vont donc la faire progresser avec du reinforcement learning. Ils lui font jouer plein de parties contre elle-même, ce qui lui permet de s'auto-améliorer. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'elle va arriver comme ça à corriger les meilleures stratégies humaines. Il y a des coups qu'on fait depuis 200 ans où elle va nous dire « en fait, c'est trop de la merde ». Mais pourtant, à ce stade, elle n'est pas encore assez forte pour battre les humains. Alors, on va ajouter un second réseau qu'on va cette fois entraîner uniquement avec les parties que l'IA a jouées contre elle-même et dont le but est de nous dire « Là, dans cette position, les blancs ont 10, 15, 50% de chances de gagner ». Cette probabilité, c'est d'ailleurs notre fameuse fonction de valeur. Avec ces 2 réseaux, notre MCTS, il n'a plus rien à envier à l'humain. Grâce au premier, il sait quels sont les prochains coups qu'il doit explorer, et grâce au second, au réseau de valeur, il sait dire si une position est bonne ou pas. Il n'a plus qu'à choisir le meilleur coup. Enfin, pas tout à fait, parce que pour AlphaGo, il y a une toute dernière subtilité. Malheureusement, notre réseau de valeur, il n'est pas assez précis. Pour compenser, AlphaGo fait des roll-out. Ça veut dire qu'il joue jusqu'au bout plein de parties, très très vite, guidé par un autre réseau beaucoup plus petit, beaucoup plus simple. Ça lui permet de calculer une autre estimation de sa probabilité de victoire, qu'il combine avec l'estimation du réseau de valeur pour se sécuriser. Et voilà comment, grâce au reinforcement learning, la machine est devenue plus forte que l'humain au jeu de Go. Alors là, j'entends déjà les puristes en train de râler. Non mais attends, c'est quand même grâce aux parties humaines qu'elle est devenue si forte cette IA. Eh bien, figurez-vous que les chercheurs de DeepMind, ils vous ont entendu. Et rien que pour vous, ils ont créé AlphaZero, le successeur de AlphaGo. C'est une autre version de l'IA qui n'a appris à jouer qu'avec elle-même, garantie 100% sans partie humaine. Et devinez quoi? Toute seule comme une grande, AlphaZero a largement dépassé le niveau d'AlphaGo. Voilà, j'espère que ce petit aperçu du reinforcement learning vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour renforcer ma chaîne, mais surtout, allez regarder cette autre vidéo. J'ai interviewé un des créateurs d'AlphaGo, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux du reinforcement learning, et vous allez voir que chez DeepMind, ils se sont pas arrêtés au jeu de Go.